Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 juin 2024, c'est la deuxième émission de ce mois de juin. Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré, est avec nous. Tchaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager, est aussi avec nous. Je commence par le petit frère. Tchaboré, bonjour. Bonjour Tchaboré. Bonjour Anita. Comment vous allez? Ça va bien. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices et à tous ceux qui nous suivent sur la toile également. Bonjour à vous. Bonjour à vos fans. Bon, attends, ça n'a pas. J'ai vu un truc la dernière fois. Bonjour à la personne m'a envoyé un message avec voilà. capture. Que j'apprécie bien ce monsieur. Il a dit d'accord. Merci. Non, moi on m'a toujours apprécié. C'est clair. Et puis celle-là qui t'a envoyé ça, en tout cas. Il n'y a pas de bientôt je vais venir avec elle pour officialiser. Est-ce que vous connaissez la personne? La personne m'a envoyé un message à moi, pas à vous, avec capture d'écran. Il n'y a pas de problème. Alors, comment tu vas, Anita? Je vais super ça va bien. Dieu merci. Tu es tellement joyeux ce matin, hein? Oui. La colle belle, avec les rouges aux lèvres et puis tout, comme d'habitude. Quand on sent les briques là, on est content. Ah, quelle brique ça? C'est moi. Attends, n'oublie pas qu'aujourd'hui c'est un jour spécial, hein? En tout cas, on va y revenir. Un jour spécial, hein? Oui. Moi, je ne sais pas de toutes les façons. Abbas, bonjour. C'est quoi ce regard? Ah, bonjour. Quand tu regardais, tu n'as pas dit c'est quoi ce regard. Donc, on va regarder. Je vais te saluer, tu dis c'est quoi ce regard. D'accord. Abbas, bonjour. Bonjour. Oh, c'est pas la guerre, Abbas. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Mais avant toute chose, je dois souhaiter un joyeux anniversaire. À qui? À qui vous savez? D'accord. À tout le monde, le grand patron de ce pays. Vous le connaissez bien. Il est né le 6 juin 1966. Il aime le chiffre 6. C'est pas qu'il aime, c'est la nature. C'est la nature qui lui a donné le 6. Donc, joyeux anniversaire à vous. Et je salue et que les Togolais soient derrière nous. Prie avec nous pour que la paix et la sécurité règnent dans ce pays. Alors, je voudrais rappeler à ceux-là qui pensent que Abbas est de nature calme. C'est pas vrai. Hein? C'est l'aspect qui donne au plateau. C'est ce que les gens te disent. Oui. Et à moi, qu'est-ce qu'ils disent? Non, toi, selon ce que j'ai reçu, j'apprécie ce mec. Et l'autre, c'est que Abbas, il est très calme. Pourquoi vous le dérangez? Alors que Abbas... En offre, je te verrai pour que tu puisses me donner le numéro de celui ou bien de celle qui m'apprécie. Moi, je ne peux pas te donner ça. Alors, Tchaboré, le 1er juin dernier était la journée de l'arbre et la campagne annuelle de reboisement. Édition 2024 a démarré. Selon les chiffres avancés, plus de 21 millions de plants seront mis en terre pour cette 4e édition. J'ai une question pour vous, Tchaboré. C'est vrai que le 1er juin, on s'en va tous mettre des plants en terre. Mais après, quel suivi fait-on de ces plans-là? Je pense que la question mérite d'être posée à l'État. Et puis cette question, ces dernières années, elle revient parce que nous avons vu ce qui se passe avec les plans depuis un certain temps, déjà à partir des années 90, lorsque la journée de l'arbre est célébrée, mais elle n'est plus célébrée comme ce fut le cas les premières heures de son instauration. Je vais parler de c'est depuis 1977. Et la journée de l'arbre que nous avons connue de 1977 à 90, elle est différente de celle que nous connaissons depuis les années 90 à aujourd'hui. L'engouement a diminué, ne serait-ce que peut-être ces dernières années où le chef de l'État actuel a relancé la machine. Mais il faut dire que les gens, bien avant, lorsqu'on plante un arbre, en réalité, il faut un suivi. Mais il n'y a pas de suivi. On laisse les plants, après les avoir plantés, et quelques années ou bien un an, deux ans, même pas, hein, quelques mois après, on constate que le plant n'a pas pu pousser. Soit l'endroit devient
comme une forêt. Une forêt, soit ce sont les animaux qui sont venus ravager le plan. Mais quand cela ne tient, je pense qu'avec le ministère de l'Environnement, il y a une politique qui a été mise en place ces dernières années avec l'impulsion du chef de l'État. Il y a une politique qui a été mise en place et il y a un suivi. C'est vrai que les objectifs que nous nous sommes fixés, le milliard de plans, je crois bien, un milliard de plans d'ici 2030. D'ici 2030. D'ici 2030, vu ce que nous avons commencé par faire, je ne crois pas que nous pouvons atteindre ces objectifs, mais l'essentiel, c'est que le peu que nous sommes en train de faire, qu'on puisse entretenir, vous l'avez dit tantôt. On ne va pas pour planter un plan, parce qu'il faut planter un plan, il faut un suivi, il faut entretenir, et nous savons le rôle que ces plans jouent. C'est peut-être du bling-bling pour certaines personnes aussi, hein, parce qu'on amène la presse et autres, là on nous voit, on a fait ci, on a fait ça. 3 mois après, vous reprenez les lieux, il n'y a rien. Non, ce n'est même pas peut-être, il y a les gens qui sont là, qui font ça, pour montrer qu'ils sont venus quand même pour respecter la tradition. Alors qu'en réalité, quand vous respectez la tradition, je pense qu'il faut entretenir. Et nous savons tout ce que les arbres représentent pour nous, pour la vie de l'humanité tout entière, pour notre survie. En principe, ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Et vous-même, quand vous mettez un plan sous terre, quand vous revenez après 2 ans, 3 ans, si vous l'entretenez et vous revenez après 2 ans, 3 ans, vous voyez le plan, comment il a évolué, vous devez être fier de vous-même. À part que le plan peut nous procurer ce que nous sommes en train de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au plan vie et au plan apport en tout, pour que notre écosystème puisse exister. Mais je pense que quand vous allez voir le plan que vous avez planté il y a de cela 2-3 ans évoluer, vous devez être fier de vous-même. Donc, je pense qu'avec cette nouvelle politique mise en place, comme je l'ai dit tantôt, certes, on ne peut pas, on ne peut pas atteindre cet objectif parce que vu ce que nous avons fait depuis des années, depuis qu'on a mis le projet en branle, mais on constate que l'objectif par an, ce qu'il fallait faire, ça, ce n'est pas ça. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on va laisser l'initiative. On continue. Les moyens qu'on a mis à la disposition, ce qu'on peut faire, parce qu'il faut dire que mobiliser les moyens financiers pour pouvoir acquérir ces plans aussi, ce n'est pas facile, ou bien les entretenir et mettre cette politique en place, ce n'est pas facile. Mais l'essentiel, je l'ai dit, ce n'est pas de planter un plan, mais c'est de l'entretenir et de faire un suivi. Alors, Abbas, mettre sur pied un projet comme ça, 1 milliard d'arbres d'ici 2030, mais aujourd'hui, peut-être pour l'édition 2024, on met en terre 1 million d'arbres et à la fin, on n'a que 100 qui réussissent. Ça vaut la peine? Ça vaut la peine parce que quand je trouve la désertification, ça vaut la peine, même si c'est un qu'on met. Non, si c'est un qu'on met et que le 1 est entretenu, c'est bien. Mais si on met en terre 1 million par exemple, et c'est seulement 100 qui ont pu résister, qui sont entretenus, qui ont pu résister à tout ce qu'il y a comme facteur, est-ce que ça vaut la peine? C'est tout cela que le gouvernement disant qu'on va planter 1 milliard de plants de 2020 à 2030, c'est dans la feuille de route gouvernementale. C'est que le gouvernement compte sur quelque chose. On dit souvent il faut placer la barre haute pour atteindre, si vous arrivez à atteindre au moins, parce que si on ne met pas 1 milliard, les gens vont pas lutter. Ne vont pas lutter pour avoir les 1 milliard. Et s'il arrivait qu'on puisse avoir sur les 1 milliard, qu'on puisse avoir au moins la moitié, 500 millions de plantes mises à terre, c'est aussi bon pour... Nous sommes déjà en 2024. Nous sommes en 2024, il nous reste 6 ans. Ce qui veut dire qu'on peut atteindre s'il y a la volonté. Si c'est la volonté, manifester sa volonté et mettre les moyens pour se faire. Et depuis un certain temps, on ne parle plus des journées de l'arbre. Parce que les gens plantent les arbres, ils viennent, ils restent devant les caméras, on dit qu'il faut regarder la caméra et ils prennent et après ils s'en vont. Aujourd'hui, on parle de journée nationale de reboisement. La journée nationale de reboisement, ça couvre toute l'année. Vous avez la possibilité, à partir du 1er juin, de continuer par
planter les arbres et pas les Jusqu'au 31 entretenir, décembre. à les suivre également. C'est pour ça qu'ils ont transformé ça en journée nationale de reboisement. Ce n'est plus journée nationale de l'arbre. Et ça va mener les gens à être sur le terrain, à voir ce que nous avons planté. Si je prends l'exemple du TEB là, qui exploite et transforme les arbres et qui a maintenant la possibilité de produire ces arbres, c'est-à-dire de faire une pépinière. Et chaque année, ces pépinières servent à remplacer les arbres qu'ils ont coupés. C'est ça le suivi. Donc les gens doivent suivre cet exemple-là. Suivre les arbres, c'est le reboisement. Quand vous allez planter, la dernière fois, les gens sont allés au Carité, ils ont planté. D'autres sont allés à Tchévier, Noutien, et au centre national d'enfouissement d'Aképi. Pour se faire. Il y a l'intérêt du pays, les gens en ont fait. Donc c'est que le reboisement va leur permettre de suivre. Puis ça, à la longue, on dit qu'il faut réduire la désertification et lutter contre le changement climatique que nous sommes en train de voir. Et ce changement climatique, ça fait que les années avancent. Aujourd'hui, c'est ça. On doit s'en tenir à ça. Alors, Tchaboré, est-ce que, comme on a mis en place un service qui s'occupe de l'assainissement, est-ce qu'on doit mettre en place un service qui va s'occuper de l'entretien de ces arbres? Non, moi je ne pense pas que c'est aussi nécessaire. Mais, à mon avis, je pense qu'il faut redéfinir une politique de reboisement dans notre pays. Je l'ai dit tantôt, il y avait une politique qui avait été mise en place bien avant les années 90. Nous avons vu comment ça a réussi. Au temps du président Yadema, nous avons quand même, depuis l'instauration de cette journée de l'arbre, vous avez vu l'engouement et la mobilisation qui était autour de cette journée, autour de cet événement. Et je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire, lorsque nous étions à l'école, on prenait cette journée comme une journée au cours de laquelle, ou bien quand vous plantez un arbre, il y avait un suivi, vous devez absolument faire un suivi, et que le maître doit utiliser cet événement pour pouvoir vous noter comme étant un travail manuel. Et on prend ça comme une note de classe. Donc tout le monde avait envie de pouvoir entretenir son plan pour que, dès que le contrôle est là, qu'on puisse voir son plan évoluer pour qu'il puisse avoir une bonne note. Nous avons vu cette politique. Et nous avons vu comment tous les parents également s'investissaient pour pouvoir mettre en terre les plans et faire un suivi. Mais avec l'avènement du multipartisme, l'avènement du vent de l'Est, où les gens ont tout confondu, à la démocratie et le libertinage, il y avait tout. Nous avons vu comment nos arbres ont été décimés, les forêts ont été décimées, il y avait tout un désordre. Mais quand cela ne tienne, nous avons vu, après 2005, on a vu que les choses ont repris. C'est vrai que ce n'était pas ça, avec un rythme un peu lent, mais ces 2 dernières années, ces 5 dernières années, il y a quand même un plan qui a été mis en place. Mais il faut redéfinir la politique. Redéfinir la politique en faisant en sorte que tous les acteurs soient impliqués. Quand je parle de tous les acteurs, c'est pourquoi pas réintroduire ce système-là au niveau de la base, dans nos écoles, pour que à l'entrée ou bien quand le moment venu, que chaque élève puisse quand même avoir son arbre et on cherche des sites qu'on aille planter, qui ait un entretien, qui ait un suivi. C'est une politique. Ça aussi, on peut le prendre en compte. Et avec les parents, faire une forme de sensibilisation. Aujourd'hui, il y a les ONG qui s'investissent dans ce domaine. Beaucoup. Collaborer avec ces ONG, voir comment est-ce qu'on peut quand même introduire ces ONG dans cette politique pour que, sur toute l'étendue du territoire, ou bien les objectifs qu'on s'est fixés par année, pour que, ensemble avec ces ONG, pour que ces objectifs soient atteints. J'ai constaté qu'au niveau de l'Assemblée nationale, lors de cette rentrée, il y a une innovation, je ne sais pas si c'est cette année ou bien depuis l'année dernière. J'ai constaté qu'au niveau de l'Assemblée nationale a mis à la disposition de chaque député 500 plans pour que chaque député aille mettre en terre dans sa localité. Je pense que c'est une bonne chose, une bonne démarche qu'il faudrait apprécier. Si toutes les institutions le faisaient, je pense que ça, c'est une bonne chose. Ça prend. Donc, nous allons... Ça veut dire qu'à la fin de l'année, on est notes. Non, c'est clair, c'est ce que j'ai dit. Il faut quand même
Lorsque déjà, c'est même pas le fait d'avoir pensé à mettre cette politique en place, maintenant il faut faire un suivi, que ces députés suivent. Et maintenant, avec cette nouvelle donne, on espère que ces députés vont s'investir pour faire le suivi des plans qu'ils auront à mettre en terre. Moi, je pense qu'il faut redéfinir la politique. C'est vrai, il y a un ministère de l'Environnement qui s'en charge, qui fait un travail exceptionnel. Ça, il faut le dire, ces dernières années, avec la politique qui est mise en place. Mais je pense qu'il faut renforcer cette politique-là et pouvoir rassembler tous les acteurs. Comme je l'ai dit, il y a les ONG qui sont là. Il ne faudra pas que ça soit en vrac, ça soit en pêle-mêle. Il faudrait que le gouvernement coordonne tout ça là, voir ensemble avec le GNG qu'est-ce qu'on peut faire pour que les objectifs qu'on s'est fixés pour 2030, ces objectifs soient véritablement atteints. Sinon, ce qui est en train d'être fait, ce n'est pas une mauvaise chose. Tout ce que nous déplorons, c'est le suivi après qu'on ait mis les plans en terre. Alors, Abbas, quelque chose à dire avant qu'on passe à la une? C'est pour ajouter que par rapport au plan commun en terre, c'est que lorsque vous mettez un plan, même si c'est dans votre maison, je crois qu'il faut signaler. C'est par rapport à ça qu'on comptabilise. Parce que dans toutes les localités, il y a... Même dans ma maison, j'achète moi-même. Oui, je viens signaler. Oui, tu vas signaler ça. Il y a quand même des structures qui sont là au niveau préfectoral, au niveau cantonal. Il y a des structures qui sont mises en place pour faire le suivi et remonter le nombre de plans qu'on a mis dans chaque localité. C'est avec ça que le ministère prend pour faire le compte pour dire que voilà, nous avons fait tel nombre de plans dans telle année. C'est par rapport à ça qu'on dit qu'on veut avoir 1 milliard de plans. Parce que si quelqu'un prend devant sa cour 2 ou 3 ans, il ne signale pas. Les gens ne sont pas au courant qu'il faut le faire. Moi, j'ai peut-être fait ça parce que j'en ai besoin dans mon Oui, mais il faut signaler. C'est le jour ou la journée de l'arbre que tu as mis ça, non? Non, pas forcément. Si c'est le 1er juin que tu as mis, tu dois signaler. Tu vas signaler. Maintenant, même que c'est devenu journée nationale de reboisement, n'importe quand que tu mets, il faut signaler. Justement, c'est pourquoi je parlais de sensibilisation et le fait de canaliser tous les acteurs dans ce sens. Parce qu'il y a aujourd'hui, il y a certains qui ne le savent pas. Par exemple, on n'est pas informé. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Ceux qui nous suivent également, beaucoup ne le savent. Voilà pourquoi il faut sensibiliser, il faut informer. Et quand les gens vont savoir que c'est comme ça qu'on fait, on voit avec les ONG également qui sont là, comment coordonner les choses, avec les structures cantonales qui sont là, comment leur dire voilà ce qu'il faut faire, aller vers les populations. Ça, il y a une politique vraiment très grande qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse avoir une vision vraiment claire avec cette journée de l'arbre. Et nous savons le rôle, je l'ai dit tantôt, ce que l'arbre joue dans l'écosystème. Dans notre écosystème, c'est important. Cette désertification-là, nos forêts sont devenues trop vierges. Après 90, l'incivisme a fait... Est-ce qu'il y a encore des forêts? Non, il n'y a plus de forêts classées. Il n'y a plus de forêts. Avant, on parlait de forêts classées. La forêt Malfa-Kassa. Oui. C'était une forêt classée. Tu retrouvais même les animaux sauvages, les éléphants. Quand tu prends la faune n'existe plus. Oui. Tu prends Alédio, tout ça là, les gens dévastés. Vous prenez la route la nationale numéro 20, c'était bondé de tech. Même sur la route de Palmi. Maintenant, les gens ont coupé depuis 90. Il faut les reboiser. Quand tu arrives dans des forêts, tu entends les tronçonneuses en train de faire le travail. Les gens déciment sans reboiser. Ils déciment, ils reboisent sans reboiser. C'est mauvais pour... Et les gens disent que tu vas voir même les camions qui quittent le nord là. Ils transportent les charbons de bois, ils transportent même du bois, traverser la ville. Est-ce que quand les gens font ça là, on reboise souvent? On ne reboise pas. Et ça fait que la désertification est en train de gagner du terrain. Et ça agit sur le climat que nous sommes en train de vivre sur les changements climatiques. Ça a touché un point très capital. Je voudrais qu'on insiste là-dessus. Il a parlé des bois, les charbons de bois. Voilà pourquoi je dis qu'il faut redéfinir la politique. Moi, j'insiste là-dessus. Ces gens qui vont pour couper les bois, faire la chauffe, pouvoir préparer, ceux-là qui font le charbon de bois, pourquoi ils le font? Il faut qu'on le sache. Alors si on veut qu'ils abandonnent, il faut quand même qu'on définisse une politique pour pouvoir leur permettre d'abandonner ça, parce que nous savons que quand ils vont pour couper, nous savons les conséquences. Et nous savons que les gens sont obligés d'aller couper les bois pour faire pour préparer
et faire leurs besoins parce qu'ils n'ont pas également les moyens. Qu'est-ce qui est mis en Pas place? seulement parce qu'on n'a pas les moyens. Vous, aujourd'hui, dans votre foyer, vous avez les deux. Justement, c'est parce qu'on n'a pas les moyens, ça c'est clair. Et en plus, quand je dis parce qu'on n'a pas les moyens, tu vois, la bouteille de gaz, combien on l'achète? Il faut revoir. Donc c'est toute une politique qu'il faut revoir si vraiment nous voulons atteindre cet objectif et faire en sorte que ce qui est en train d'être fait ne continue plus et qui ont des conséquences néfastes sur vraiment notre flore, que cela, la faune et flore en même temps, que cela ne puisse plus exister. Je pense qu'il faut revoir tout. Aujourd'hui, tu prends 9 000 francs pour acheter une bouteille de gaz de combien? 12,5 kilos. 9 000 francs, si vous êtes au moins 3, ça veut dire qu'en 2 semaines... Les gens sont obligés d'aller chercher le charbon. Le charbon, avec 500, c'est vite fait. Justement. Or, pour faire le charbon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller couper le bois. Donc, je pense qu'il y a toute une politique qu'il faut revoir dans ce sens. Et nous ne disons pas que ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une mauvaise chose. Ces derniers temps, ces dernières années, nous avons vu vraiment des efforts considérables qui ont été faits. Et quand vous suivez les conférences de presse qui ont été faites avec les ministres de l'Environnement, les différents ministres de l'Environnement, on sent des efforts qui ont été faits. Nous disons qu'il faut un suivi, mais à part ce suivi, il faut redéfinir une politique qui va permettre quand même qu'un certain nombre de comportements puissent être arrêtés et pour faciliter la tâche à beaucoup de ménages. Sinon, alors Abbas, on va continuer avec la une de votre journal. Puisque nous parlons de l'environnement, on va parler des inondations. Il n'y a pas assez d'écart entre... Alors, risque d'inondation. Je rappelle que le Magna libéré est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Vous qui nous suivez en direct, vous pouvez appeler le numéro de la télé, on vous met en contact avec Abbas, ou bien vous allez dans les kiosques, vous l'achetez, ou bien ceux qui nous suivent sur notre page YouTube, vous n'avez qu'à écrire en commentaire que vous voulez le format numérique du journal Le Magna libéré, et Abbas va vous et donc servir. Anita va se charger de le faire. Pourquoi c'est moi? Abbas est là. Le directeur de publication est là. Pourquoi tu contournes? Le directeur de publication est là. Abbas, vous avez écrit à la une, risque d'inondation le mois de juin où le cœur de la saison pluvieuse dans le sud. Prudence dans les zones vulnérables. Vous avez même mis le numéro vert, le 170. Oui, parce qu'il faut faire attention par rapport à ces inondations que nous vivons. On sait que ça a commencé, mais le mois de juin, c'est le cœur même de la saison pluvieuse. Et c'est le directeur de l'Agence nationale de la météo qui interpelle les Togolais, qui interpelle les gens qui vivent dans des zones vulnérables. Vous savez, quand vous prenez la ville de Lomé, elle semble être mal construite parce que c'est en plaine, avec des petits bassins qui amènent les gens à aller construire. Et lorsque vous construisez dans ces bassins, à la moindre pluie, l'eau vient vous envahir. Je crois qu'il y a une commune là, toute la commune est détectée zone à risque, parce que quand vous voyez les quartiers, je crois que c'est le Golf 7, parce que je ne sais pas si vous avez vu un peu la note avec les quartiers. Je crois que c'est le Golf 7, que quelqu'un s'amusait sur une plateforme la dernière fois et disait que apparemment le Golf 7 est à risque, donc de déménager. Oui, et puis même les gens ont demandé à ce que ceux qui se sentent menacés dans ces zones-là, il y a des aménagements qui ont été faits au niveau de l'Ocopie pour pouvoir les accueillir. Juste pendant cette période. Pendant cette période, après, parce que c'est une situation très très affreuse que nous sommes en train de vivre. Les pluies de juin, ça commence là, jusqu'à août. Oui, pourquoi commence en juin? Juin, août. Mais en juillet, je crois, c'est plus aussi fort qu'en juin. Oui, c'est fort qu'en juin. Il y a juin, juillet, c'est les 3 mois. Là, c'est dans le sud d'ici. Du moins, c'est au sud d'ici. C'est dans le sud d'ici. C'est bien précisé dans le journal que c'est dans le sud d'ici que les choses
sont, parce que c'est la saison même la plus chaude au niveau du sud. Et l'alerte a été donnée. Lorsque vous vous trouvez dans cette situation, il faut appeler le numéro 170. La NPC va avec ses secours, la Croix-Rouge et autres, là, venir vous prendre et vous le loger quelque part. Donc c'est des alertes qu'on a à lancer, puisque aujourd'hui, les gens vont dire que quand ça se passe, le gouvernement les laisse sans aucun secours. Or, vous prenez des gens. La personne voit que cette zone, là où il est allé, c'est une zone inondable, une zone sinistrée. Et la personne va acheter le terrain, il met beaucoup son argent dedans, il construit, et après quelque temps, il ne peut pas vivre dedans. Ça devient un sérieux problème. Aujourd'hui, vous prenez les zones là, Zongo, Toboulekopé, Adéti-Kopé, et Alenka. Il y a Fripui, Alenka. C'est des zones où. Aoussa Zongo. Kotokoli Zongo. Tout était mentionné. Tout était mentionné. Donc, c'est des zones très très dangereuses qui sont là. Quand vous considérez, les gens achètent du terrain, ils voient non plus que c'est moins cher là-bas. La moins cher, puis tu vas souffrir après. Je crois que ça aussi, c'est la mentalité du Togolais. Je dois avoir une maison coûte que coûte. Alors que c'est de l'argent que vous perdez et vous exposez la vie de vos enfants, de votre famille. Ah bah, c'est parce que il y a des bestioles qui rentrent dans des maisons quand il pleut. Vous vivez avec même les reptiles. Il y a les reptiles. Les gens retrouvent les reptiles même dans leur chambre. Regardez une école au niveau de Adéti-Kopé, qui est pratiquement dans l'eau, qui partage les choses avec les animaux, les bœufs. La paracétique n'est pas seulement pour Lomé, c'est comme la ville, c'est sur la côte. Ça se passe pire au Ghana, au Nigeria, au Bénin. On prie fort que ce qui arrive au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, n'arrive pas au Togo, Tchabouré. Parce que là, quand on vous sort des chiffres on parle de mort d'hommes, vous voyez un peu les images. Je comprends comment tu aimes tellement ton pays, tu aimes non, ce n'est pas ta ça, population. Mais quand vous voyez un peu les images. Non, il y a une évidence qu'il ne faut pas nier. Le Togo, Lomé, Cotonou, Accra, Abidjan, tout ça là, ils sont sur une côte. Et selon les spécialistes, ce qui arrive à Lomé, les intempéries et tous les autres phénomènes qui sont répétés, sont aussi vus dans ces villes-là. Hein. Il faut le dire, c'est vrai. Bon, c'est le Togo, il faut quand même compris, c'est notre pays. En plus du fait de prier que dans les autres pays, que même si le phénomène va se produire, que ça épargne les vies humaines. Vous voyez les véhicules qui sont transportés par la pour notre pays. Seulement ce que moi je voudrais faire remarquer, c'est quelque chose par rapport à ce phénomène d'inondation. Lorsque vous suivez sur les réseaux sociaux, il y a des commentaires, les gens font des commentaires à tort ou à raison, et d'autres ont tendance à imputer le phénomène au gouvernement. Cela dit tantôt, il y a certains qui pensent que le gouvernement ne les vient pas en aide, d'autres carrément estiment que ce qui se passe, c'est le gouvernement. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on fasse de l'amalgame. Je l'ai dit tantôt, ce sont des phénomènes naturels. Ça, c'est le premier point qu'il faudrait relever, parce que les gens nous suivent, il faut que les gens comprennent cela. Ce sont des phénomènes naturels. La pluie, ce n'est pas le gouvernement qui va pour apporter la pluie. Ce n'est ni le gouvernement togolais, ni le gouvernement béninois, ni le gouvernement, ni n'importe quel gouvernement qui fait en sorte que la pluie vienne. Ça, c'est le premier point. C'est vrai, le gouvernement a ce rôle régalien de pouvoir protéger sa population sur tous les plans, en cas de catastrophe et autres. Et nous avons vu ces derniers temps, mais bien avant en amont, avant que les pluies ne viennent, comment le ministère de la Sécurité s'est organisé. On a même mis une agence en place pour pouvoir s'occuper du phénomène. Et ensemble, comment est-ce que cette agence travaille avec des ONG, avec certaines institutions. Et en amont, comment les sensibilisations sont faites, comment les dispositions sont prises. Donc, le gouvernement joue sa partition.
Mais le phénomène naturel également, il est là. Quitte à nous, êtres humains, population, de savoir jouer aussi notre partition. En faisant quoi? En évitant d'aller habiter dans les zones à risque. Ça, c'est le premier point. Alors, ça, on le dit chaque année. Les maisons sont Mais moins chères. malheureusement, il y a les gens qui continuent par acquérir des terrains dans ces zones. D'autres vont même pour louer Les dans maisons ces sont zones moins chères. Hein. parce que les maisons sont moins chères. C'est ce qu'il faut absolument éviter. C'est pourquoi je dis il faut que nous aussi nous jouons notre partition. Il faut éviter. Nous avons vu le gouvernement est en train de faire un effort pour que ceux qui sont envahis ou bien ceux qui subissent les victimes de ces inondations puissent trouver d'autres logements en attendant que le phénomène puisse partir avant qu'il ne regagne. Mais il faudrait que nous, population, nous comprenions une chose. D'abord, les inondations ne sont pas l'œuvre du gouvernement. Et je suis d'accord que le gouvernement a ce rôle régalien de pouvoir protéger la population. Et nous avons vu aujourd'hui ce qui se fait avec l'agence, ce qui se fait avec le ministère de la Sécurité, où il y a un numéro vert qui a été mis en place. Justement, la NPC, un numéro vert qui a été mis en place pour que les gens puissent signaler. Et la mobilisation autour avec le ministre Madjouba, qui est même allé sur le terrain visiter et qui a le rapport tous les jours en collaboration avec l'agence de la météorologie qui donne les chiffres pour tout ce qui peut arriver. Donc nous devons nous préparer. Déjà ça, c'est un travail qui est très pédagogique auquel nous devons nous atteler pour pouvoir en amont nous préparer par rapport à ce qui peut arriver. Maintenant, avec ce qui se passe, c'est vrai que le plan de la ville de Lomé, tout le monde le dit, c'était un plan qui a été mal conçu et ça, on ne peut pas l'imputer au gouvernement actuel. Mais je dis que le gouvernement aujourd'hui doit continuer ces efforts-là pour pouvoir continuer par protéger la population. Ce qu'il faut arranger aujourd'hui dans la ville de Lomé, que le gouvernement puisse avoir des financements, des investissements dans ce sens pour arranger. Également, un autre point qu'il faudrait souligner, nous, qui est l'œuvre de nous, les populations. Quand vous avez vu, le gouvernement, ces dernières années, a fait des efforts pour faire des caniveaux, tracer des routes et faire des caniveaux. Mais c'est nous, également, les populations, qui prenons le vilain plaisir de pouvoir boucher ces caniveaux à travers les trucs que nous jetons dans ces caniveaux. Quand on voit qu'il pleut et que le courant il est fort, on va jeter les ordures dedans. On se dit que le courant va emporter ça. D'autres n'attendent même pas qu'il pleuve, Anita. Ça va emporter, mais ça reste, ça ira où? D'autres n'attendent même pas qu'il pleuve. Ils le font. Ils le font. Moi, j'ai toujours pris cet exemple-là quand j'étais au niveau de Air Burkina, le quartier Novici, Nkafou. La nuit, j'essayais de dégager ou bien de renvoyer certaines personnes qui sortent nuitamment pour aller jeter les boues et autres là dans les caniveaux qu'on a eu à le faire. Et plusieurs fois, je suis allé me plaindre au niveau du service d'hygiène qui est venu, qui a fermé même leurs portes, ils ont eu des amendes. Oui, plusieurs fois j'ai eu à le faire et j'étais devenu, on me détestait dans le quartier. On me détestait dans le quartier. Heureusement, ça n'a plus fait longtemps. Moi, j'ai quitté le quartier. Je ne le faisais pas pour moi seul. Je le faisais pour que d'abord les odeurs et les maladies qui suivaient lorsque les gens se comportent de cette manière. Donc, j'ai développé, il faut que les gens comprennent et d'éviter sur les réseaux sociaux de s'en prendre au gouvernement. Nous ne disons pas que le gouvernement a quand même une part de responsabilité. Bon, quand ça ne va pas mal dans un pays... Justement, je suis d'accord, hein, le fait de pouvoir protéger les populations, le fait de prendre des dispositions pour que lorsque les pluies tombent, que ces populations soient à l'abri. Je suis parfaitement d'accord. Mais je pense qu'un phénomène naturel comme les pluies diluviennes, ce n'est pas de la responsabilité des populations. Je suis en train de parler, vous allez voir, les gens vont m'insulter, je suis d'accord, mais c'est la réalité. Il faut que les gens comprennent cela, c'est la réalité. Je suis d'accord que les gens crient quand ils sont inondés pour que les populations leur viennent en aide. C'est pourquoi je dis qu'il faut que les populations fassent des investissements, de gros investissements, là où ils peuvent faire des investissements pour pouvoir sauver les quartiers ou bien les populations qui sont victimes de cette situation. Le gouvernement a pris
On se souvient, il y a eu des années, c'était à Dakar, mais les gens se déplaçaient en période de pluie avec les pirogues. La pirogue, ouais. Mais aujourd'hui, ça va mieux. C'est pourquoi nous, on interpelle la population d'éviter de boucher les caniveaux qu'on a construits avec nos comportements. À celle de Lyon, là, s'est transformé en dépotoir. Et puis quand il pleut, après quand l'eau disparaît, quand vous voyez un peu... Même quand il pleut, mais quand il pleut, quand vous voyez le dessus, la surface de l'eau, ce sont les débris il y a qui sont... les débris dessus et puis... Ça, c'est le fait du comportement de nous-mêmes, des citoyens. C'est ce qui fait qu'il y a... C'est déplorable. Et puis ça n'arrange pas, ça ne nous arrange pas. Imaginez, vous êtes dans votre véhicule, pendant qu'il pleut, vous passez par là. Votre pneu peut choper quelque chose tout de suite. C'est clair. Aujourd'hui même, la NPC est en train de faire beaucoup de travail. Ah oui, il faut féliciter. Actuellement, ils sont à Soudou, en train même de tester, dans la préfecture d'Assolé, en train de tester le matériel de sauvetage en cas de risque et en cas d'inondation. Ils sont là, c'est sous forme d'opération, d'exercice, ils sont en train de faire. On va dire que le gouvernement ne fait rien pour la population. Il y a beaucoup de choses. C'est de la mauvaise foi. Qui se font. L'année dernière, j'étais avec. Oui, il va se rapidement. Pour permettre à Tchaboré j'étais avec la développer son titre. dans la zone de Guérin-Kouka, où on a passé 2 semaines à faire cet exercice-là. Comment, s'il y a inondation, ils vont sauver les gens. Il y a la préfecture d'Ampin et la préfecture de Kéra qui sont beaucoup plus intéressés, concernés par ces gens d'inondation. Donc, il y a des opérations qui ont été faites pour, en cas d'inondation, en cas de débordement, on va faire sauver la population. Aujourd'hui, c'est à Soudou qui sont en train de faire ça dans la présentation. Je pense que l'organisation n'est pas tellement de base pour permettre aux gens d'être sauvés. Parce que les gens prennent cette histoire de chef de l'État a dit 2015 et dans un sommet COP 2022, COP 2022, COP 21, COP 21, COP 22. que le chef de l'État a déclaré qu'il n'y aura plus jamais d'inondation. C'est que le chef de l'État comprend sur quelque chose. Quand il est revenu, ils ont mis deux moyens pour au moins faire les bassins de rétention et les canaux de canalisation. Les bassins sont transformés en dépotoirs. Et c'est nous-mêmes qui c'est de l'incivisme. Voilà. Eh bien, politique à présent, avec la une de Tchaboré, cette une-là qui m'a fait sourire depuis hier matin. Alors, je rappelle que le messager, vous pouvez avoir le messager. Je ne sais pas s'il faut citer. Partout. Ok, vous avez compris. Le patron a parlé. Le messager est partout. Que vous soyez sur TikTok, Instagram, tout. WhatsApp, Facebook, tout. Il répond. Hein. Abonnez-vous à ces différentes pages et dès que vous envoyez le message, vous êtes servi. C'est à 250 francs seulement. Le prix n'a pas changé. Alors, messager Togo. Refus de siéger à l'Assemblée nationale. L'ANC et les FDR ont-ils trahi la confiance de leurs électeurs? Et si les raisons étaient ailleurs? C'est 2 questions. On prend la première. Tchaboré, on vous écoute. Oui, c'est bien quand même qu'on puisse revenir par rapport à... Parce que le débat, il est toujours là, hein, politiquement. Le débat sur le fait que l'ANC et les FDR ont refusé d'aller siéger à l'Assemblée nationale au cours de la rentrée du droit pour la première... Est-ce que vous le permettez que je dise les raisons pour lesquelles les FDR, on avait évoqué les raisons de... Les raisons selon eux. Oui, selon les FDR, les raisons, ils ont dit malheureusement, non seulement la grande majorité, c'est une partie de la déclaration du président des FDR que je suis en train de vous lire. Non seulement la grande majorité de nos compatriotes n'ont pas réagi à notre cri d'alarme, mais aussi et surtout les tenants du pouvoir ont fait sortir les élections de leur cadre légal en utilisant le vol généralisé. Non, je crois que, bon, je
je respecte leur déclaration, c'est ce qu'ils ont constaté, mais malheureusement, la Cour constitutionnelle n'a pas décidé, n'a pas vu ce qu'ils sont en train de voir. On n'a pas dit qu'il n'y a pas eu des irrégularités. En tout cas, il faut quand même prouver que ces irrégularités ont été commises par tel. C'est ça, il faut prouver. Les gens n'ont pas prouvé. Alors, et on revient, nous l'avons toujours dit, sur votre... Justement, nous l'avons toujours dit, laisse-moi m'appuyer sur ça pour faire comprendre aux gens que l'adversaire peut également entretenir un tel acte pour pouvoir l'attribuer à l'autre. Ça, tout ça peut être dit. Donc, comme à partir du moment où il n'y a pas de preuve, la Cour constitutionnelle voit que les gens ont seulement avancé, les gens ont vu les images qui sont passées sur les réseaux sociaux et ils ont pris ça comme étant une vérité comptant et ils ont commencé par tourner autour de ça pour dire que voilà, il y a eu fraude, il y a eu fraude. Est-ce qu'en politique, bon, ça se fait? Non, attends, les gens, tout est possible. Vous avez vu l'image, une image au niveau des élections au Tchad où on nous montrait que le candidat adverse à Idriss était en train de bourrer les urnes. On a vu une image. Bon, on ne sait pas si c'est vrai ou bien c'est faux. Tout est possible avec l'évolution de la technologie aujourd'hui. Pour revenir à votre question concernant pour dire que est-ce qu'ils ont trahi la confiance des électeurs? Moi je dirais oui, c'est tout à fait normal. On ne peut pas comprendre que deux partis politiques qui se sont engagés. D'abord, si je prends l'ANC, vous vous rappelez que dans l'une de leurs déclarations, les responsables de l'ANC ont juré qu'ils ne vont plus jamais boycotter aucune élection au Togo. Parce qu'avec ce qui s'est passé, justement, avec ce qui s'est passé en 2018, c'est le fait de siéger qu'ils boycottent. Voilà. Non, quand ils l'ont dit, quand on dit, à quoi sert de s'engager pour dire qu'on ne boycotte pas les élections? À quoi sert de mobiliser les énergies? À part vous-même, vos énergies, mobiliser les énergies des populations, des électeurs, pour aller voter et après tout dire que nous n'allons pas siéger. Ça ne sert à rien. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Soit vous acceptez, vous n'allez pas à ces élections, et vous restez, mais il ne faudrait pas accepter d'aller à ces élections, faire la campagne, avoir mobilisé les populations, vos électeurs, allez-y voter, et maintenant pour dire que nous n'allons pas siéger. C'est pour dire qu'ils ont trahi la confiance des populations. Lorsque vous écoutez les gens parler, lorsque vous approchez au sein de la population, attends, je ne le dis pas parce qu'il faut le dire, Jean-Pierre Femme lui-même il a dit que cela fait objet de discussion. Il y a certains qui n'étaient pas d'accord, d'autres disaient qu'il faut qu'ils aillent quand même aller essayer. Ça veut dire que ceux qui disent qu'ils aillent essayer, en tout cas, ils vont estimer aujourd'hui avoir été trahis. Parce qu'ils sont allés mettre leur bulletin dans l'urne pour désigner ces personnes-là. Et quand vous n'allez pas, justement, ils ont fait la queue pour rien, ils ont perdu leur énergie pour rien. Et ça aura des conséquences. Quand les gens pensent que ça n'a pas de conséquences. Vous avez vu comment l'ANC a commencé par dégringoler depuis les années, depuis 2020, avec la dernière présidentielle. Vous avez vu. Et nous avons vu comment est-ce qu'elle a eu à obtenir et le nombre de voix que l'ANC a eu à obtenir aujourd'hui avec ces élections. Il faudrait que les gens fassent extrêmement attention. La politique, ce n'est pas ce que les gens pensent de leur propre volonté, la volonté des gens. Mais il faudrait quand même qu'on pense à ces électeurs, qu'on pense à ces gens-là qui nous font confiance. Je parle des hommes politiques. À ces gens-là qui leur font confiance. Il ne faut pas les décevoir. Aujourd'hui, il y a une bonne partie des Togolais qui ont été déçus par ce comportement. Et bon, je n'ai pas compris les FDR qui aussi ont emboîté le pas. Aujourd'hui, c'est leur première fois d'aller à une élection. Si je ne tiens pas compte des années où ils étaient en 2018. Non, même en 2018, ils sont allés pour les conseillers municipaux. Mais c'est leur première fois quand même d'aller à une élection législative. Et ils ont eu un siège. Mais moi, je ne comprends pas. C'est une politique de suivisme ou bien quoi? Et c'est ce que j'ai comme l'impression. Sinon, mettre à Pévon, lorsqu'on veut prendre au plan national, sincèrement, prenons le parti, les FDR. Tout le monde sait ce que les FDR peuvent représenter ou bien représentent. Mais aujourd'hui, il y a un effort qui est fait. Vous avez eu un député. Moi, je pense qu'il fallait quand même aller faire avoir un député, c'est quand même. Mais c'est trop, c'est grand. Hein. C'est grand, c'est beaucoup de voix. Parce que nous sommes dans un succès, c'est beaucoup de voix. Donc, il fallait quand même faire valoir
votre point de vue au niveau de l'Assemblée nationale. Et dans mon analyse, j'ai relevé le fait que cela affaiblit l'opposition de façon générale. Je suis revenu sur ce qui s'est passé depuis les années 90 pour répondre à la deuxième question. Et si les raisons étaient ailleurs. Moi, je pense qu'effectivement, les raisons peuvent être ailleurs. Et ça, beaucoup d'observateurs l'ont... Il veut être président beaucoup d'observateurs l'ont relevé. Moi, je fais cette analyse, hein, que les gens nous suivent, je fais cette analyse. Lorsque vous prenez l'ANC de Jean-Pierre Fabre, vous vous rappelez que l'ANC a des antécédents avec la DMK. La DMK dont le parrain est Monseigneur Podio, paix à son âme. Et au sein de cette DMK, Mme Brigitte Adjamabo avait siégé au sein de cette DMK. Aujourd'hui, elle a quitté la DMK, elle a rejoint, fait une analyse pareille. Effectivement, elle a rejoint la DMP. En rejoignant la DMP, elle a été élue et elle doit siéger. Je pense que cet antécédent n'a pas été soldé. Ça existe toujours en Jean-Pierre Fabre. Pour qui connaît Jean-Pierre Fabre, c'est un rancunier. Ça, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre, suffisant qu'il soit, peut ne pas être d'accord. En tout cas, ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les analystes, les observateurs qui relèvent ces points. Jean-Pierre Fabre ne voudrait pas aujourd'hui que quelqu'un d'autre soit chef de l'opposition, si ce n'est pas lui. Mais là, il y a ce problème. Oui, il y a ce problème de leadership qui est là. Allez-y dans cette assemblée et se voir dirigé par quelqu'un d'autre. Je pense que l'ANC n'est pas dans cette logique d'accepter, hein, de subir une telle humiliation. Je dis ça, c'est une humiliation. Donc moi je pense que les raisons effectivement peuvent être ailleurs si nous appuyons sur nous attelons sur cette analyse de certains observateurs qui pensent que ce n'est pas le fait d'avoir un député, ce n'est pas les arguments avancés par les uns des autres sur les irrégularités qui fait problème. Parce que la question, je l'ai posée, pourquoi vouloir aller à ces élections et ne pas siéger? Parce qu'ils ont pris quand même un financement, même du gouvernement, dans ce sens. Pourquoi aller à ces élections et ne pas siéger? Ça veut dire que les raisons sont ailleurs. Et ces raisons, en tout cas, je ne le confirme pas, ça relève des observations de certains observateurs qui estiment que c'est probablement le fait que certains ne voudraient pas être dirigés qu'ils ont choisi de ne pas aller siéger. Hier, vous avez dirigé ces personnes. Aujourd'hui, et les gens trouvent un échappatoire pour parler d'irrégularité et autres. En tout cas, je pense que nous sommes en politique, c'est leur choix, et là je vais chuter par là, qu'on respecte, et ça a des conséquences. La semaine dernière, nous avons eu à le dire, et probablement avec ce qui se passe, s'il continue dans ce sens, il pourrait avoir une organisation des élections dans leur circonscription. C'est possible. Selon les explications données par des spécialistes, il se peut que les élections soient réorganisées s'ils refusent d'aller siéger. Oui, parce qu'il y a la solution politique qui va consister au bureau de l'Assemblée nationale d'attendre et d'espérer que peut-être un certain temps, ils vont revenir pour siéger. Et s'il ne revient pas, le constat va être fait par le bureau de l'Assemblée nationale qui va adresser un courrier au niveau de la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle va voir. On ne peut pas prendre quelqu'un, un autre parti pour venir remplacer. Non. La Cour constitutionnelle va faire le constat et adresser une correspondance au niveau de la CENI pour que les dispositions pourraient être prises, pour que les élections soient réorganisées, pour voir celui qui va remporter. Non, c'est ce que j'ai dit là. Ce sont les explications d'un constitutionnaliste, le professeur Ounake, que vous connaissez bien, hein, qui est professeur de droit, qui l'a dit. Je l'ai dit, c'est pourquoi je l'expose ici. Alors, Abbas, je vais vous poser la deuxième question de Tchaboré. La raison serait ailleurs, parce que quand après la rentrée parlementaire, on a eu à animer un débat ici, vous avez touché du doigt certains points. Aujourd'hui, avec ce que l'ANC dit et avec ce que Tchaboré a développé dans sa parution d'hier, apparemment les faits vous donnent raison. Hein? Oui, ou bien les analyses vous donnent raison. Oui, les raisons sont ailleurs parce que
lorsqu'on a commencé, puisque tu n'as pas lu une partie de la déclaration de FDR qui disent qu'il ne faut pas être en train de contester La Constitution et aller siéger sous cette Constitution. C'est aberrant. Parce que le problème de cette Constitution a commencé quand? En mars, avant même les élections. Vous allez dire que si c'est ça, on ne va pas participer aux élections. On ne va pas Même pendant que les gens étaient en train de faire campagne, cette question revenait toujours. Mais on ne va plus aux Donc, élections, on se retire. Au moment des meetings, ils disaient à la population qu'ils sont contre et autres. Eux, c'est eux qui ont demandé qu'on fasse un référendum pour cette Constitution. Maintenant, vous avez pris le temps de faire la campagne, alors que le problème de cette Constitution-là existait avant même le lancement de la campagne. Vous allez dire qu'on n'ira plus. Vous désistez de vos candidatures et vous laissez, vous dites que vous n'allez pas. Maintenant, vous êtes élu. La Constitution a été adoptée, promulguée et publiée. Et vous dites que vous n'allez pas aller parce qu'il y a cette Constitution-là que vous combattez. Ce n'est pas logique de la part de notre acteur. Ce qui veut dire que leur parti, c'est le FDR que les gens voyaient venir sur le plan politique. ANC est en train de s'éteindre parce que oui, il y a quelque chose qui pèse sur cette ANC-là. Dans sa déclaration, Fabre a dit que cette décision qu'ils prennent a frustré beaucoup de membres de ce mouvement. C'est ce qui se passe souvent dans les partis politiques. Quand il y a les gens ne sont pas d'accord par rapport à ça. Et il a reconnu que les gens sont frustrés par rapport à la décision. Les militants sont frustrés. Chaboura a dit ça tout à l'heure. Il a relevé un point de contentement Jean-Pierre, désistement de Jean-Pierre, parce que ce monsieur, c'est un ami. Il ne va jamais aller rester avec Adjamako dans la même assemblée ou former un même groupe. Ils ne sont pas obligés de rester ensemble. Ils vont former un groupe obligatoirement. Obligatoirement, s'ils forment un groupe parlementaire. Ils peuvent former avec UNIR. Ah bon? C'est possible. Peut-être qu'il peut se déclarer indépendant et ne pas avoir un groupe non inscrit. Non inscrit. Il peut le faire. Mais être là et voir Gogé. Parce qu'il y a 113 personnes. Hein? Vous n'êtes pas obligé de vous voir. Il dit quelque chose. Être là et voir Gogé. C'est sur ce point même je n'ai pas développé. Parce qu'il y a eu il y a aussi d'autres antécédents. Dans le groupe parlementaire, oui. ANC a dit. Hein? Être sous Gogé, président du groupe parlementaire, pas chef de file de l'opposition, président du groupe parlementaire. Et Fabre est sous Gogé, avec qui avait quitté même l'ANC par rapport à cette histoire de siège. C'est ça, à l'Assemblée nationale. Vous avez compris? À la CENI. À la CENI. Vous allez voir que... Est-ce qu'il est obligé de faire tout ça là? Non. Ici, par exemple, nous... C'est des ce sont des calculs politiciens. Nous ne sommes pas plus de 20, Anita, mais des fois, on ne se voit pas. Ce sont des calculs politiciens. Il faut laver la honte. C'est pour cela qu'il dit que... Ce sont des calculs politiciens, Anita. Il faut l'accepter. Ce sont des calculs politiciens. Quand tu prends une décision, tu l'assumes. C'est clair. PNP a dit que je n'irai même pas aux élections. Alors. Et PNP est tenu dans sa truc. Je ne va pas aux élections. Il ne va pas. Parti sans élection. Mais quand tu décides d'aller, assume. Il faut assumer. Un aussi a sa valeur. Les gens parce qu'il faut beaucoup de voix pour que vous ayez un siège. Hein? Et les gens disent, vous êtes là, vous allez, on vous a élu. D'ailleurs, vous avez trahi vos électeurs. Ceux-là qui vous ont mis là-bas. Demain, vous allez encore revenir. Les appeler pour leur dire d'aller se déplacer pour voter pour vous. Ils vont accepter. Vous allez encore boycotter. Ils vont boycotter. Il faut dire que vous êtes, les gens, même si vous êtes un. Comme Mme Adjamako l'a dit. Je continue le combat là-bas. Vous êtes l'oreille et la bouche des gens. Moi, vous savez ce qui se dit là-bas. Vous revenez, vous informez votre base. Les gens comprennent beaucoup de choses. Et après 6 ans, peut-être. Je dis, ça devait être une occasion pour eux de se raffermir
et de s'enraciner et de convaincre encore même l'opinion pour que l'opinion puisse adhérer à leur logique, à leur vision. Parce que lorsque vous êtes au niveau de l'Assemblée et que vous avez des choses, vous débattez sur un certain nombre de sujets et vous n'êtes pas d'accord, vous exprimez votre point de vue. Quand vous sortez et vous rendez compte à votre assemblée, à vos militants, les militants sont quand même informés que vous êtes allé faire quelque chose, que vous débattez. Et vous allez continuer. Avec ça, vous continuez quand même par élargir votre champ à travers ce que vous allez donner comme information. Les gens vont vous écouter. Vous allez peut-être séduire la population et reconquérir un certain nombre de localités ou bien un certain nombre de populations, de voix qui ne s'étaient pas mobilisées pour vous. Ça, ce sont des erreurs. En tout cas, peut-être que c'est nous qui nous faisons, mais je pense que ce sont des erreurs. Ça, ils vont récolter. Les conséquences ne seront pas. Parce que les gens ne sont plus prêts. Les conséquences de 2018 sont toujours là. Les gens ne sont plus prêts à se mobiliser pour aller perdre leur énergie et après tout, les gens vont leur dire qu'ils ne vont pas aller voter. D'abord, vous avez d'abord, ils ont dit qu'il ne faut pas que les gens aillent aux élections. Maintenant, on a fait le point de la situation des élections. Est-ce que vous avez vu que... Non. Oh, je prends la parole. Oui, je pense que oui. Moi, je voudrais terminer par ceci parce que je ne l'avais pas fait tout au début de l'émission. On peut avoir de l'eau de l'autre côté. Tout au début de l'émission, moi, je voudrais saisir l'occasion. Nous sommes en train de finir pour souhaiter un joyeux anniversaire au chef de l'État, au premier magistrat. Oui, au premier magistrat de ce pays. Et ce n'est pour rien d'abord que j'étais en tenue, vous avez vu ma tenue, je pense que n'a pas fait la remarque, c'est une tenue bleue qui est... Oui, ça c'est une tenue bleue foncée. Une tenue bleue qui est... qui est l'estime. Oui, qui est l'estime du premier magistrat, du président du parti uni. Donc, moi, je voudrais lui dire longue vie. Moi, j'ai fêté anniversaire dans ce pays. Oh non, attends, tu n'es rien, Anita. Ah bon? Oui, c'est sur mon plateau, hein? Tu n'es rien. Ah bon? Zéro. Tu n'es rien, tu es zéro. Donc, le chef de l'État vous a invité? Oui, non, même si nous n'avons pas invité, au moins il est là et on a la paix, on a la stabilité dans le pays. Quand moi je suis là, vous n'avez rien. Tu n'es rien. Vous n'êtes pas venu faire rien. Tu ne nous donnes rien même. Ah bon? Ce dont on a besoin, même tu refuses de nous donner. Donc, joyeux anniversaire au chef de l'État. Son Excellence Fort et Son Yassibé, que Dieu lui donne longue vie, que Dieu lui donne la force, la clairvoyance de pouvoir continuer quand même par apporter ce dont il est capable pour la stabilité dans le pays, pour, comment dirais-je, pour la sécurité dans le pays. On dit souvent que lorsque la tête est en bonne santé, lorsque la tête est là et elle est en bonne santé, je pense que ça rejaillit sur tout le corps. Aujourd'hui, c'est lui qui est le chef de l'État. Quoi qu'on dise, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, c'est lui qui est le chef de l'État et c'est lui qu'on appelle lorsqu'il s'agit du pays. Et en cela, il a l'obligation de nous protéger. On l'a dit tantôt, de nous protéger. C'est lui qui doit aller chercher les investissements pour pouvoir investir, faire en sorte qu'il n'y ait plus une inondation. Rapidement. Le chef de l'État, on prie Vous avez pour dit lui. Que moi je ne suis on prie pour lui, pour qu'il puisse rester en bonne santé, pour si que les investisseurs puissent continuer par venir dans le pays et pour que la paix puisse régner, pour que nous vivions, malgré nos divergences. Ça, je le dis, on n'est pas obligé de regarder dans la même direction, que ce soit opposition, que ce soit parti au pouvoir, que ce soit société civile. Nous cherchons, nous cherchons un joyeux anniversaire. Nous cherchons à ce que le pays soit là et que la sécurité soit là. C'est bon. Atarakuba Fuchululu. Vous allez terminer. Oui, sur cette histoire d'opposition. Les femmes et autres ont raté l'occasion d'enfermer les rangs de l'opposition. C'est-à-dire ça devait faire de telle sorte que c'est là-bas qu'ils devaient consacrer l'union de cette opposition-là. Prévoir des plans sur lesquels ils vont travailler. Aujourd'hui, on retrouve avec la fonction du femmes à un chef que l'opposition est complètement divisée. On nous a donné le vrai visage de la division de l'opposition. Depuis les années 90. C'est pour cela que nous disons que les raisons sont ailleurs. Les gens ne peuvent pas rester ensemble pour travailler. Merci. Elle est là, moi je ne peux pas rester avec eux pour travailler. Merci Abbas. Peut-être que ce plateau sera divisé prochainement. Moi, on ne peut pas me dire sur mon plateau que je ne suis rien. Et demain, je vous invite encore. Anita, j'ai comme l'impression que vous voulez défier le chef de l'État? Non,
Attention. le déposer ici. Oui, oui, attention. J'ai dit, j'ai Tu n'es fêté rien, anniversaire dans tu ce n'es pays. rien, tu On ne ne vaux va rien. pas. Ah bon, Oui. et vous Même si continuez. c'est Le chef, Son de l'État plateau, est le chef de l'État est quelqu'un Ah. et il restera quelqu'un. Et si nous, on n'était pas là, il sera chef d'État de qui? Oui. Il sera président de Maintenant, qui? Maintenant, tu es là. Non, je suis togolaise. Il y a problème. Mais ton On ne peut ta pas seule me voix ne dire vaut que je rien. le suis. Ta seule voix ne vaut rien. On n'a même Ah. pas besoin. Ah bon? Oui, on n'a même pas besoin. Tchabouré. Ouais. Ok, ce plateau est divisé. le chef de Les téléspectateurs sont aux témoins. Le plateau est divisé à partir d'aujourd'hui. Il y a pas de Merci problème. à vous, Tchabouré. Merci d'être passé. Abbas, merci d'être passé. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi à partir de 10h. Au revoir.